Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, c'est de mon invité. On vous a un jour conseillé de travailler dans un tabac. Vous en avez fait un grand nombre depuis, et cela dans un univers de fumée qui a fait disparaître les nuages de vos jeunes années. Bonjour Céron. Bonjour, alors, merci de me recevoir. Ah ben d'abord c'est un bonheur, vous êtes une légende internationale et vous revenez aujourd'hui avec un vinyle, avec un CD, avec un double vinyle digital, Céron par Céron, dont on va parler tout à l'heure, Céron by Céron plus exactement. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et votre parcours est tellement atypique que j'ai sélectionné 4 dates clés. Et puis si je peux me permettre, on te connaît depuis tellement longtemps. Oui, mais on ne les fait pas. On s'est croisés, on ne les fait pas. On s'est croisés, c'est vrai, depuis nos débuts. Et c'est vrai que j'ai assisté à votre parcours totalement atypique et réussi. Et on va en parler avec une première date qui est le 1er décembre 1975. C'est l'ouverture du premier Import Music, c'est-à-dire l'ancêtre de Virgin Megastore. Et qui a fait ça? C'est vous, Céron. Ah, bah dites-moi, vous êtes bien, c'est vrai. Bien renseigné. En fait, si je peux expliquer un petit peu avant, en 72, j'ai eu la bêtise, je veux dire l'intelligence, ou en tout cas le culot de me dire je vais faire des solos de batterie sur le port de Saint-Tropez. Oui, on va en parler justement tout à l'heure. Parce que je vous amenais la sauce comme ça. Allez-y alors. Barclay m'a remarqué, m'a fait signer un contrat avec un groupe qui s'appelait Congas, qui a eu une très belle vie. Et puis vers les années 75, à force de faire 250 galas par an, c'était un petit peu difficile, quoi. Donc je me suis dit j'arrête. Et j'ai monté un magasin de disques pour rester je reste dans la musique. À l'époque, les grands magasins de disques à Paris, c'était Symphonia et Ludo Music, où Hervé Villard et Sylvie Vartan avaient débuté comme vendeurs pour gagner quelques sous. Et Sylvie Vartan avait vendu son disque Panne d'essence avec Frankie Jordan, et personne ne le reconnaissait parce qu'il n'y avait pas de photo sur la pochette. Et moi, pourtant, j'étais dans mes magasins. Alors là, je vais vous faire rire, j'étais dans le magasin. Quelquefois, pour la relève, à la caisse, je venais, un mec voulait aller aux toilettes ou quoi que ce soit, je venais à la caisse et les gens me disaient... j'ai même d'ailleurs une petite histoire. J'ai même une femme un jour qui me dit « Mais c'est pas vous sur la pochette ?» Je lui ai répondu « Madame, vous imaginez si c'était moi, ça fait 32 francs. » Exactement. Alors, il se trouve que pour acquérir ce magasin Import Music, vous vous êtes fait passer Céron pour un agent immobilier. Mais comment vous savez tout ça? Vous avez j'ai ça? Je me suis renseigné. Oui, c'est-à-dire que j'ai monté un petit magasin de disques quelques mois avant, qui était à la gare de Vitry-sur-Seine, d'où je suis né. Et évidemment, je m'approvisionnais des disques chez un grossiste. Je pouvais pas passer par les majors une par une. Et ce grossiste, voyant que j'avais la pêche et que mon petit magasin de la gare de Vitry, c'est incroyable le chiffre qu'on avait à faire, il me dit, vous devriez monter un magasin dans les centres commerciaux. Ça n'existait pas. Le premier était Belle Épine. Il m'explique ce que c'est. Et il me dit, si vous trouvez un lieu, parce que vous n'allez pas trouver de lieu, si vous trouvez un lieu, on se fait un coup ensemble et moi je vous finance la mise en place du stock sur 200, 300, 400 mètres carrés. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Donc j'avais aucune autre solution que de me balader dans le centre. Et je suis allé à la banque CTLM. Et à la banque CTLM, le culot aussi fait que je parle au directeur de la banque et je lui dis, est-ce que vous connaîtriez ici un local? Je cherche pour quelqu'un et si je trouve ce local, l'agence immobilière va m'engager. Donc vous auriez une idée juste comme ça pour me donner un coup de main? Et le mec il fait, c'est incroyable parce qu'en fin de compte, nous on cherche une surface bien plus importante. Mais comme on est le banquier de tous les magasins d'ici, ils vont pas nous le dire, nous. Ceux qui ont des difficultés ou quoi que ce soit. Si vous trouvez le double de la surface d'ici, je peux vous arranger votre coup. Je suis monté à l'étage. Il y avait un vendeur de moquettes au-dessus et de peinture. Et je lui ai fait le même coup. Il m'a dit, oui, effectivement, nous, c'est trop grand, on va quitter. Bref, je vous la fais courte. Le premier magasin à Port Musique s'est ouvert là, ce qui était au coin de la Fontaine, au centre de Belle Épine. Et ça a tellement cartonné que le deuxième centre, je crois que c'était Rosly-sous-Bois, qui s'ouvrait. Évidemment, ils voulaient avoir des magasins qui étaient sûrs de faire du chiffre. Donc, ils m'ont sollicité. En bref, en 2 ans, j'en ai monté 5. Vélizy, Par l'idée et autres. Et en attendant tout ça, la musique me manquait tellement, je me suis dit, allez, je fais un dernier album. Love in C minor, 16 minutes 30 de long, c'est la preuve que c'était pas prévu d'être commercial.
Et en fin de compte, le succès est arrivé, Super Nature. J'ai vendu au grossiste qui m'avait aidé à financer ça. C'est devenu la chaîne Nuggets. Voilà. Et voilà comment ça s'est passé. Alors, il faut savoir que tout ça a débuté, Céron, à Vitry-sur-Seine. Vous avez connu les banlieues. Bon, c'était pas les banlieues d'aujourd'hui, mais c'était déjà bien agité. Alors, c'était pas les banlieues d'aujourd'hui, mais on n'avait pas on n'avait pas l'agressivité qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Donc, le reçu, la conséquence, c'était la même chose. On était, en plus, fils italien, moi c'était Rital, donc un petit peu, on nous jetait des pierres, parce que c'était 10 ans après la fin de la guerre seulement. Hein. Et donc je connais à peu près ce que peuvent ressentir les jeunes issus d'une famille modeste en banlieue. Quand on regarde devant, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, c'est la musique qui m'a aidé. Je pense que si j'avais pas eu la musique et être envahi de cette passion, j'aurais pu faire des conneries. Oui, et puis les caïds, vous les connaissiez, et vous en tiriez, Céron, en les faisant travailler, en les faisant vendre du muguet, des chrysanthèmes, des petits boulots. Tout à fait. Donc je sais la source de vos informations, c'est ça que j'ai trouvé. Dans la bio qui m'a été destinée il y a 3-4 ans. Ouais. Oui, effectivement, parce qu'en fin de compte, j'étais un gosse très turbulent. Je tapais partout, sans avoir l'idée de pourquoi, mais j'étais très turbulent. Et à force de me faire virer, ma mère m'a dit, écoute, on n'aura pas les moyens de te mettre dans une école privée, donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait de toi? Par contre, si toi, tu arrives à prendre sur toi, te concentrer un peu plus sur ce que tu dois apprendre et d'être moins turbulent, je te promets, à la fin de l'année scolaire, je t'offre une batterie. Quelle drôle d'idée! Quelle drôle d'idée. Comme mais ça. Absolument. Vous ne vouliez pas faire de la batterie, Ah, j'avais pas pensé à faire de la batterie, pas du tout, ni de musicien. Et mais à partir du moment où elle me l'a dit, toutes les musiques que je pouvais entendre en radio ou en télé, je n'entendais que la batterie. Et c'est devenu mon meilleur ami, il l'est toujours d'ailleurs. Voilà. J'en joue toujours. Et vous aviez un exemple aussi de quelqu'un qui était sorti de l'école un an avant vous, c'est lui. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Votre carrière, vous le devez aussi un peu à Christophe, Céron. Et donc vous allez voir comment je vous rattrape. Et j'ai crié, j'ai supplié mon père de me laisser faire, il voulait pas. Et à l'âge de 16 ans, il m'a dit, tu apprends un métier derrière toi, sinon je te casse la batterie, on va te mettre en pension. Et en fin de compte, je lui ai dit, écoute, je vais apprendre la haute coiffure pour le cinéma, parce que je savais que c'était cher. Je pensais qu'il allait jamais accepter. Il a accepté. Quand je suis arrivé dans l'école qui s'appelait Etchegouin, à Strasbourg-Saint-Denis, j'apprenais que Christophe venait d'en sortir. Il avait fait la même chose que moi pendant 2 ans. Et on voit ça. C'est ouf. En fait, Aline, on le sait maintenant, c'était l'assistante de son dentiste. Une jeune fille qu'il avait remarquée. Donc, c'était une légende autour de cette histoire. Ouais. Alors, il se trouve qu'il y a aussi quelqu'un qui a changé votre vie. On ne le sait pas assez, Céron. C'est Gilbert Trigano. Car Gilbert Trigano, vous avez créé dans les clubs méditerranéens les premiers concerts de musique à une époque où ça n'existait pas. Alors, vous enchaînez bien. Quand mon père, quand j'ai eu mon diplôme, le B, je sais plus comment ça s'appelle, BP ou BBC. Peu importe, ça vous a pas servi, oui. L'examen, il m'a dit, très bien, tu vois que j'ai bien fait de te pousser, maintenant tu vas aller travailler en salon, et puis vers 25-30 ans, tu monteras ton magasin. C'était pas du tout ce qui était prévu. Donc on s'est vraiment fâchés, j'ai fugué pendant 2 ans. Et j'allais un peu chez des copines, à gauche, à droite. Je choisissais au moins une qui avait un petit studio, une chambre de bonne. Mais tous les week-ends, j'arrivais à travailler. J'ai commencé à avoir une réputation de pas mauvais batteur dans la région parisienne et Paris. Et un jour, une copine avec qui j'avais plus de familiarité, on devait être ensemble depuis 6 mois, elle me dit un soir, écoute, je me suis fait engager au Club Med. Pourquoi tu viens pas? Je dis, non, moi je veux faire la musique. Je suis pas parti de chez moi pour faire Géo. Bref, Gilbert Trigano, 2 jours avant le départ de tout le monde, il faisait un grand pot. Ça se passait à la bourse. Il faisait un grand pot pour que tout le monde amène ses amis, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, comme pour dire au revoir. Et elle m'a accompagné et je faisais un peu la gueule. Évidemment, 1, je perdais ma copine, 2, je perdais où dormir. Gilbert Trigano est venu vers moi et il me dit, oh, il est pas content le monsieur là, il est pas content le bonhomme, qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui dis, non, vous me prenez ma copine, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a ça? Il me dit, pourquoi tu viens pas?
Je lui dis non, je fais de la musique. Je lui dis, vous, pourquoi vous n'avez pas des groupes, faites de la musique, des groupes dans les villages, et là je viendrai. Il me dit, c'est-à-dire, je dis, pourquoi vous n'avez pas des groupes qui feraient de la musique dans vos villages? Et je lui explique, il me dit, comment tu ferais ça? Je lui dis, on fait un répertoire, on prend 20 bassistes, 20 batteurs, on les fait répéter quand ils sont prêts, sur le répertoire qu'on a décidé nous, on les envoie dans vos villages. Et il me dit, tu saurais faire ça? Je lui dis, oui. Et en fin de compte, il a appelé un mec de la salle pour qu'on se mette en contact. Et pour vous la faire courte, j'ai fait 3 saisons, 1 an et demi. Et c'est grâce au Club Med qui a été un peu l'ADN que j'ai su trouver pour faire le groupe Congas. Voilà. Là où j'ai engagé les meilleurs musiciens que j'avais sélectionnés en 2 ans. Congas qui a eu un succès énorme. Et il faut savoir, Gilbert Trigano a failli être comédien. Il a débuté en écrivant des spectacles de chansonniers. Et il a travaillé avec Pierre Dux, Fernand Ledoux. Et il s'est inscrit au cours Simon avec 2 autres élèves qui étaient Serge Reggiani et Jean Carmet. Ah là, C'est comme quoi ça peut changer la vie. bien hein. sûr. Alors, vous, justement, le Club Med, ça a été une étape. Congas, ça a été une étape. Mais après, il y a eu d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 31 janvier 1977. À tout de suite sur Sud Radio avec Céron. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Céron, un double vinyle bleu CD digital Céron by Céron sort, on en parlera tout à l'heure, c'est un événement. Et puis une date importante dans votre carrière, le 31 janvier 77, c'est le Midem, créé 10 ans plus tôt par Bernard Chevry et sa mère. Et le Midem, vous êtes dans une rue de Cannes et tout le monde vous félicite et vous ne comprenez pas pourquoi. Oui, c'était Love in C minor. Une fois enregistré, j'ai essayé de trouver une maison de disques pour Oui, le car vous l'avez sortir. enregistré au départ pour le plaisir. Absolument. Me disant que c'est le dernier truc que je ferais écouter mes petits-enfants, voilà. Et Mais pardon, mais c'était ce disque, vous avez essayé de le sortir et toutes les maisons de disques vous ont dit toutes les radios, 16 minutes, ça passera jamais. j'avais beau leur expliquer qu'un nouveau média arrivait et ça allait être un gros mouvement, parce qu'un port musique, la spécialité de mes magasins, c'était d'avoir des disques en France, internationaux, 6 mois, voire 8 mois avant que les maisons de disques françaises les sortent. Donc j'avais ce contact, je sentais ce qui se passait. Et on avait ce qu'on appelait ça quand on sortait des studios, faire des souples, le mastering. Ça nous permettait d'avoir 8, 10, 12 passages. Et dans mes magasins qui étaient des grosses surfaces où on mettait carrément les vinyles sur des palettes en bois, j'avais cassé un peu tout le système avant que je monte les magasins pour musique. On avait les disques derrière les moulins à café, c'était vraiment comme des cartes postales, quoi. Donc j'avais un peu cassé tout ça, en m'étant largement inspiré de ce qui se faisait aux États-Unis. Et en passant quelques fois le disque sur les platines des magasins, je voyais bien les réactions, les demandes. Donc j'ai fait faire chez Highland Records à Londres, j'ai fait faire des vinyles et je voulais en faire 200-300. Sauf que là on me dit non, moins de 5000 on vous les fait pas, donc j'en ai fait faire 5000 en me disant on va probablement en jeter 4500. Et j'ai envoyé des mecs à moi, j'ai envoyé d'en mettre 2 dans les drugstores, 4 là-bas, à qui je vendais déjà des imports américains que j'importais. Et un gros magasin d'import et spécialement de musique pour les DJ, musique pour discothèque, c'était tout nouveau, tout ça. Chandisque, ça s'appelait Chandisque. Et m'en a demandé 50, 100, me disant, t'es sûr que t'as l'exclu de ce truc-là? Et j'avais ma tête sur la pochette, il n'avait jamais fait de rapprochement. Ouais. Et je lui dis, oui, t'inquiète pas. Il me dit, je peux y aller, je vais pas avoir de concurrent, tu vends à personne d'autre sur les champs, tout va bien, tout va bien. Puis il m'en demande 300. Et les 300 ne sont jamais, il me dit, à la fin du mois, on fait les comptes, et ils sont jamais, et ils ont jamais été comptabilisés vraiment, puisque, en fin de compte, un de ces magasiniers, paraît-il, les a envoyés par erreur dans un autre grossiste aux États-Unis, et qui, évidemment, quand il a ouvert la pochette, avec la pochette qui était très scandaleuse à l'époque, qui a été censurée d'ailleurs quand la version américaine est sortie. Oui, il y avait une femme. Il y avait une femme nue sur la pochette. Ouais. Oui, j'avais des râles, moi, féminins, qui étaient dessus. Par accident, parce que quand on a fini l'enregistrement de Love in C minor, j'ai voulu jouer, ça faisait 16 minutes 30, c'était très curieux pour eux. J'ai voulu leur faire écouter, j'ai fait venir les chanteuses avec du champagne, un peu de petit four.
Puis elles ont commencé à faire des cris d'orgasme comme ça. Et j'ai dit à l'ingénieur, allez, tu prends. Après, je leur ai demandé, vous acceptez, on le met dessus, c'est trop drôle. De toute façon, on va en vendre 12. Voilà. C'est comme ça que cet accident est arrivé. Et cet accident est arrivé aux oreilles d'un DJ. C'était cette mélodie. L'accueil est tellement négatif en France, c'est Ron, qu'on vous dit qu'il faut ouvrir un bar tabac, c'est tout ce qui vous reste. Je ne dirais pas que l'accueil était très négatif en France. Ils rentraient pas dans le show business. La batterie était trop en avant, j'avais beau leur expliquer, mais je suis batteur, c'est normal que je mette la batterie en avant. Il y a mon nom, c'est mon disque, c'est ma création, c'est normal. Parce que même avant qu'aux États-Unis il se passe ce que j'ai découvert, vous me lanciez tout à l'heure en janvier 77, c'est ça 77, c'est 77 à Cannes, au Milem. En France, ça commençait largement à bien se passer dans les discothèques. Donc, je reviens à Cannes parce qu'au Midem, on vous dit, mais vous êtes célèbre aux États-Unis, vous le croyez pas, c'est Ron. Ben non, parce que le premier qui me dit ça, je lui dis, bah bien sûr, je savais que j'y arriverais un jour. Deuxième, troisième, il y a un moment donné, je me suis dit, de quoi on me parle ? Et un de mes copains me dit, bah tu vas au stand Billboard, c'est un peu la bible des magazines de musique. Et je vais au stand, je demande comment on regarde les hits, quand je me fais expliquer, et je vois Love in C minor, c'est Ron, by the Heart of the Soul Orchestra. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc je me procure l'enregistrement. Quand j'écoute, bah c'était un cover, c'est-à-dire la copie conforme qu'on faisait beaucoup à l'époque. Et il y avait beaucoup d'artistes français, des Dalida ou autres, qui faisaient des adaptations, on appelle ça un cover, de chansons américaines ou autres. Donc c'était très à la mode. Bref, je suis allé aux États-Unis, j'ai pris un copain avec moi, je parlais très mal l'anglais. Vous étiez certain que vous avez piraté. Ah ben oui. Et en fin de compte, c'est ça qui a été un peu ma chance. Parce que quand j'ai eu signé avec Atlantic, j'ai expliqué que c'était moi. En fin de compte, si vous avez un peu de temps, quand le grossiste a ouvert les cartons de Love in C minor, coup de peau, coup de peau, c'était un DJ qui jouait le week-end dans les clubs. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va jouer le week-end dans un club. Tous les danseurs vont voir la cabine. Qu'est-ce que c'est ? Il commence à en vendre un peu de partout. Arrive un soir un mec qui découvre ça, qui était la star à l'époque, qui s'appelait Frankie Crocker, la star des DJ radio du moment, fait même des annonces dans la radio WBLS. Est-ce que vous connaissez Céron ? Est-ce qu'il pensait, beaucoup de gens pensaient, que c'était un producteur de renom qui avait mis un pseudonyme pour faire un coup. Et qui était américain. Et tout le monde me cherchait en Angleterre, parce que sur les pochettes, il y avait marqué Princeton in England. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire un cover. Quand je suis arrivé aux États-Unis, que j'ai expliqué ça à Matt Ertegun, qui était le fondateur d'Atlantic, et que je lui ai raconté mon histoire. Après, il a fallu tout prouver et autres, et ci et ça. Quand ils ont sorti l'original, ils se sont servis de ce buzz qu'avait créé le cover. En disant, voilà l'original maintenant. Voilà. Et donc, vous avez eu un contrat en or massif, un tapis rouge, alors que vous attendiez à avoir des poursuites d'avocats, c'est Ron. Pourquoi les poursuites d'avocats ? Parce que vous avez piraté. Ah, ça allait tellement vite. J'étais pas dans cette pensée. J'étais pas dans cette pensée, quoi. C'était comme si on avait pris la main de mon enfant et je sentais qu'il s'éloignait. Parce que de faire un disque, c'est un peu comme un enfant, c'est quelque chose que l'on crée. Et quand on est dans ce feeling-là, on pense pas, on va appeler la police. On pense pas, on va récupérer son enfant. Mais tout est allé très vite ensuite, puis je crois qu'en 2 ans, vous avez fait 6 albums, ce qu'on peut pas imaginer aujourd'hui, c'est Ron. Et le deuxième, c'était celui-ci. Paradise, que vous avez entendu en allant un soir au Studio 54, qui était le club mythique que vous avez découvert à New York. Absolument, c'était je dirais moi la première discothèque que j'ai connue au monde, où on s'exhibait, il y avait beaucoup d'exubérance, mais il n'y avait pas de voyeurisme, qui a été aussi un chemin que la communauté gay a pris, et donc toute cette chose qu'on voit aujourd'hui extrêmement extravagante, ça choque pas, mais c'était le début, donc c'était très 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 chaud. J'ai vu aussi que ce soit en Italie, en Angleterre, un peu de partout, il y avait des studios 54, en France il y a eu le Palace. Ça n'avait rien à voir. Le Palace, on allait se montrer. Le Studio 54, on allait vraiment s'envoyer en l'air, quoi. C'était
C'est la folie. C'était, ouais. Mais la première fois que j'ai entendu parler... C'est pas racontable d'ailleurs. Non, non, il vaut mieux pas à cette heure-ci d'écoute. Sur 54, la première personne qui m'en est parlé, c'est Yves Mourouzi, qui en revenait de New York et qui est allé voir Fabrice Emmer et qui a dit il faut que tu fasses la même chose à Paris. Et c'est devenu le Palace. Très Sinon, bien. ça n'aurait jamais existé. Et puis, votre consécration, je crois, c'est une photo devant la Statue de la Liberté en disant que vous êtes le plus beau cadeau que la France ait donné aux États-Unis. Puis la Statue de la Liberté. Ça, c'est le magazine Billboard qui l'avait fait. Je me serais jamais permis de le faire moi. Ouais. Et qu'est-ce que je vous répondre à C'est ça? extraordinaire. Ils sont fous. Ils sont fous. Mais vous vous rendez compte que vous avez eu votre photo en étant un magnifique cadeau donné par la France. Alors, vous savez, que ce soit les Grammy Awards, que ce soit les Billboard Awards, que ce soit le nombre de récompenses que j'ai pu avoir un peu partout, je me suis toujours posé la question, mais est-ce qu'ils se trompent pas? Aujourd'hui, 50 ans de scène, et je me demande si c'est moi en fait. Je suis toujours dans l'énergie de me dire tiens, si j'arrive à faire ça, peut-être que je peux surfer 2 mois de plus. Je suis pas assis sur un confort et de sécurité. Et en Donc travaillant. j'ai rien vu. Rien vu, mais travailler beaucoup peut-être aussi. Mais je travaille pas. Quand le matin, moi, je vais dans mon studio et je dis à ma femme, bon, je vais jouer. Quand je monte sur scène, je dis pas je vais travailler, je vais jouer. Et c'est ancré en moi. Quand on a la chance de faire ce métier et qui vous envahit de passion et puis avec tous les résultats, tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, attendez, je travaille pas. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. Je vous comprends. En tout cas, nous, on va continuer à bavarder, c'est une autre forme de travail, avec une autre date importante dans votre vie, le 14 juillet 1989. À tout de suite sur Sud Radio avec Céron. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Céron. Il y a cette nouveauté, Céron by Céron, dont on parlait tout à l'heure. C'est à la fois un double vinyle, un CD et du digital. Et puis, il y a une date importante dans votre vie, c'est le 14 juillet 1989. Écoutez. Le concert des bicentenaires, on a beaucoup parlé de Jean-Paul Goude, mais il y a eu aussi Céron sur la scène avec Évolution et pas Révolution. Exactement. C'est à partir de 86, je crois, où j'ai eu la chance de recevoir un courrier de Jacques Lang qui m'invitait à prendre rendez-vous avec son cabinet lors d'un prochain passage en France. Et ça m'a piqué un peu au vif, comme on dit, comme il faut. Et en fin de compte, je suis venu, je l'ai rencontré et je lui ai proposé, c'est à l'époque où Jacques Lang faisait des grandes manifestations, comme il pouvait y avoir des grands défilés au Trocadéro. Et je lui ai demandé de me confier le Trocadéro et j'allais faire un opéra rock. J'ai pris des musiciens, des potes à moi de Horton on Fire, du groupe Yes, d'un peu de partout, quoi. J'ai tout mélangé et on a fait un opéra qui s'appelait The Collector, qui a eu beaucoup de succès. Et qui a failli ne pas se jouer. Absolument, qui a failli passer à l'as, mais en fin de compte ça s'est fait, ça a eu du beau succès et c'est là où Jacques Lang m'a dit tu devrais proposer quelque chose pour l'année prochaine, pour le bicentenaire et je le présenterai au président, si ça plaît, tu viendras défendre ta cause. Ça s'est fait, j'ai fait l'événement et ça m'a permis pendant une bonne quinzaine d'années de rebondir d'événement à événement. Après le bicentenaire, les Japonais m'ont demandé l'année d'après, pour le lancement du premier satellite HD, de faire la première 1h30 de programme. Ensuite, ça a eu du succès. C'est Broadway qui m'a demandé de l'adapter au théâtre. C'est resté 10 mois au Ed Sullivan à Broadway. À chaque fois, je me dis, ils sont fous. Bon, je vais essayer d'être à la hauteur. Mais c'était démesuré. J'ai été comme ça aspiré j'ai fait aussi un très bel événement à Nice avec le Dalai Lama qui m'a écrit le texte que j'ai mis en musique. Et j'ai pris comme chanteuse Montserrat Caballé. Sur de la house, c'était de la disco house, c'était très provocateur encore. Ben, ça a été un bel succès. Après, j'ai fait l'arrivée du Millennium à Los Angeles et à ce moment-là arrivait une multitude, mais alors par dizaines de samples, de remix. C'était absolument j'avais un catalogue pillé pratiquement. Alors, il se trouve aussi que à cette époque-là, la France vous reconnaît, ce qui n'a pas été le cas tout le temps. Au début, autant les Américains vous ont fêté, Céron, autant la France vous l'a légèrement oublié. C'était pas facile, oui, c'était dur. On voulait pas de vous. Alors, je faisais pas la promo qu'il fallait parce que j'habitais pas là. Je suis resté quand même 22 ans à Los Angeles.
J'étais un petit peu comme, vous savez, quand on est môme, moi, je sais pas si vous le savez, mais quand on est môme et comme on n'a pas bien travaillé à l'école, quand on repasse même durant l'été devant l'école, on a un frisson qui est pas bien, quoi. J'avais l'impression que d'être absolument pas considéré, d'être pas pris au sérieux. Ils se sont bien rattrapés, hein. J'ai eu les belles récompenses en France qu'il fallait. Mais le métier qui a vu ça un peu avec presque du dédain, parce qu'en fin de compte, ils l'ont pas pris, ils l'ont pas signé. Non seulement j'ai réussi de mon côté, mais ça a été une avalanche, ce style disco, qu'ils ont laissé passer, eux. Après, ils ont pris, au bout de 2-3 ans, tous leurs artistes locaux, les stars locales, avec des hits qui auraient été de toute façon des hits, sauf qu'ils les faisaient arranger à la sauce disco. Oui. Donc, et tous ces gens-là, j'avais 21, 22 ans. Ils avaient, eux, 35, 40 ans. Donc, qu'ils reposent en paix, ils sont plus de ce monde. Et vous êtes toujours là. Il faut savoir aussi que vous êtes rattrapé en organisant une soirée aux États-Unis pour la presse française avec le Concorde, où les journalistes sont venus en Concorde avec un lâcher de ballon à New York. C'était un truc phénoménal. Ouais, ça c'était pour une sortie d'album, je me souviens plus. Quatrième album, je crois. Le 4, je suis musique alors. Oui. Le 4. Oui, j'avais trouvé, vous savez, quand on est indépendant, on peut avoir des idées folles. On n'est pas dans l'ordre, on n'est pas dans le conventionnel. Donc j'ai motivé mes équipes et je suis allé moi avec eux pour les motiver Air France, savoir c'était le lancement d'Air France. Si on Le pouvait lancement du Concorde, oui. D'Air France, n'importe quoi. De Concorde, vous me troublez, Jacques. Ouais. Lancement du Concorde, donc j'ai fait une opération avec eux en leur disant je vais rassembler tous les médias européens dans un voyage pour faire écouter mon album. Est-ce que vous voulez jouer le jeu avec moi? On offrait en plus les Walkman, c'était aussi le début aux gens, aux médias assis qui appuyaient sur le bouton. Donc c'était une démarche américaine drôle, très 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 facilement acceptée là-bas. Mais pour des médias français, c'était mais il est fou, comment il ose d'exposer son blé, ça m'a coûté zéro. Simplement de motiver les gens et de faire des trucs ensemble. Air France était très content d'avoir tous les médias pour montrer Concorde. Les Walkman identiques, tout le monde était ravi, seulement c'était mal vu. Je vous rappelle, j'étais un petit peu le cochon, pas le cochon, le mouton noir. Et vous avez fait gonfler par des personnes 25 000 ballons qui sont montés au ciel, et ça aussi, ça a surpris tout le monde. Le jour même, j'avais demandé à ma maison de disques, faites quelque chose aussi de grandiose. Eux, ils avaient trouvé rien de mieux que de faire un lâcher de 40-50 000 ballons à l'hélium, que les gens offraient aux passants, un groupe de jeunes offrait aux passants dans les rues de Manhattan, qui accrochaient aux poignées de voitures. À l'époque, il y avait encore plein de voitures. Et puis, à 4 heures de l'après-midi, Céron 4, j'avais monté tout un petit scénario. Il y a eu ce lâcher de ballon très dangereux parce qu'à ce moment-là, il y avait les avions qui passaient au-dessus de New York encore. Ça est interdit maintenant. Et les gens qui étaient dans l'avion, ils voyaient des ballons qui se baladaient. Ça a fait les news le soir, donc ça a été un très bel événement. Mais c'est un accident encore. Et une seule personne a fait un lâcher de ballon, une seule personne française, c'est Lucienne Boyer, en 1935, quand Parlez-moi d'amour est devenu un succès américain. Elle a défilé sur la 5e avenue comme une présidente des États-Unis avec un lâcher de ballon. Bravo. C'est le seul exemple qui existe. Alors, il y a eu aussi tous ces trophées que vous avez reçus, à votre grande surprise, c'est-à-dire que vous avez il y a les awards du 4e Billboard Disco Forum, vous êtes nommé 5 fois, vous n'imaginez pas une seule Je suis seconde... pas nommé, j'ai reçu 5 fois. Non, mais au départ, vous êtes nommé, Oui. vous n'imaginez pas une seule seconde que vous allez recevoir les prix, puisque il y a quand même les Jackson 5, il y a les Bee Gees, il y a Donna Summer, et il y a vous. Et je n'étais pas derrière la scène ou proche de la scène. Des fois qu'on m'appelle, j'étais tout au fond avec des DJ en train de m'amuser. Je trouve ça grotesque. Et puis j'ai été appelé 1 fois, et 2 fois, et 3 fois, et 5 fois. C'était très fou. C'était très fou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est appelé comme ça? C'est Rod, on s'attend pas. C'est très difficile à expliquer. Quand on n'oublie pas quand j'ai eu une bonne éducation de sens de valeur de mes parents, quand on n'oublie pas dont on est issu, on se demande s'il n'y a pas une erreur, ou pas que vous êtes voleur, mais que vous êtes pas à votre place, quoi. Et pourtant si, puisque c'est quand même moi.
Et on laisse passer. Et puis le lendemain, il y a eu, pendant 3, 4, 5 semaines, c'est un rafale de promos dans tous les sens. Vous racontez votre histoire, mais les gens vous racontent. Et tout ça prend un niveau, c'est difficilement explicable. Et puis il y a eu les Golden Globes où vous n'êtes même pas allé, persuadé que vous les auriez pas assez. Tout à fait, tout à fait. C'est un copain qui est avec nous aujourd'hui, qui s'appelle Iliesco, qui me l'a ramené. Et tout à fait. D'accord. On vous a téléphoné en pleine nuit en disant t'as un Golden Globe. Vous ne pensiez même pas à cette consécration. Et c'est absolument, absolument. Et on me dit, pourtant, t'avais prévenu, tu devais venir, mais je devais être dans une tournée, je sais plus où j'étais. Je crois que j'étais en Allemagne quand on m'a appelé, mon copain m'a appelé la nuit, je lui dis, bah écoute, tu me le ramènes, quoi. Je l'ai toujours chez moi, mais cette histoire, elle est frappante, quoi. Et puis il y a un autre... Et ils n'ont pas pris ça pour de l'arrogance. Ah bon? Si ça avait été en France, on aurait pris ça pour de l'arrogance. Bien sûr. Alors en France, il y a quand même eu des succès littéraires parce qu'il y a aussi le Céron écrivain. Il y a eu 3 romans. Il y a eu Les Rats. Il y a eu le rat, Les Roses et Dancing Machine. Comment c'est venu le fait de vouloir écrire des romans? Je voulais pas écrire des romans. J'ai fait connaissance d'Alain Delon en 78, 19. Il tournait Airport. On s'est croisés, lui attendant Mireille venant de Paris. J'étais dans le même avion, on avait sympathisé dans l'avion. Mireille d'Arc, oui. Et lui était à Los Angeles en train d'attendre. Et juste à côté de ma femme, qui était la fille d'un grand cycliste, grand champion, qui s'appelait Raymond Gousseau. Delon est un fou de vélo. Et donc, ils ont fait connaissance. Pareil, on se retrouve nez à nez, drôle. Bref, on sympathise. Les jours qu'on suivit, on s'est rencontrés plusieurs fois dîner à la maison. Et puis un jour, tellement sympathique, je lui ai fait lire quelques Névroses. Et il l'a pris, et quelques jours après, il m'a dit, mais tu sais que c'est vachement bien, mais là, c'est ni un scénar, c'est bizarre comment c'est foutu. Mais l'histoire, elle est intéressante. Je peux t'aider là-dessus. Tu crois? Non, j'ai pas besoin de ça, en plus. Et il m'a monté une équipe qui a commencé à ce qu'on appelle rewriter, construire un petit peu le sujet. Et c'est sorti chez Fayard, un magnifique éditeur, et j'étais très heureux de ça. Et le 3e bouquin, qui s'appelait Dancing Machine, pareil, je lui faisais lire, il me donnait ses critiques, et un jour, il me dit, mais il y avait l'acteur principal dans Dancing Machine, s'appelait Wolf, le loup. Il me dit, à qui tu penses comme acteur? S'il était déjà un petit peu imprégné, ben, je dis bien à toi, tu voudrais pas le faire? Il me regarde, à lui dire, comment t'as osé même me proposer? Et je lui dis, je pense que j'ai l'idée pour le maître danseur Patrick Dupont, qui est étoile à l'Opéra de Paris. Je pourrais peut-être essayer de lui demander, est-ce que je peux me permettre de lui dire que tu peux être intéressé au sujet aussi? Ça pourrait m'aider. Bref, le film s'est fait. Et ça s'est fait, ce film, avec cette bande-annonce que nous écoutons. Avec Latoya Jackson. Avec Latoya Jackson, que vous aviez rencontré en même temps que Michael Jackson. Non, j'ai rencontré Michael à l'époque des Jackson 5 chez Atlantique, puisqu'on était tous sur le même label. Et un jour, c'est une amie d'époque qui s'appelle Jackie Lombard, qui m'appelle à Los Angeles et qui me dit, écoute, est-ce que tu payes ton thé? Est-ce que je peux passer vers 16h, 16h30? Ben, je lui dis, bien sûr, je suis là, ça tombe bien, je suis là avec plaisir. Et elle me dit, je serai pas tout seul, je serai avec 2 autres personnes. Tu peux me dire c'est qui est-ce? Elle me dit, c'est la maman de Michael Jackson et sa petite sœur Latoya. Ah, évidemment, elle vient, elle prend le thé, tout le monde autour de la piscine, et moi je vais dans mon studio, j'amène Latoya dans mon studio, je commence à lui faire écouter des titres, dont un que vous venez de jouer là. Oui. Et version courte, elle est partie avec une cassette, elle a écouté à son frère a voulu me rencontrer, mais dans les 48 heures, ça s'est fait. Et je me suis retrouvé producteur de Latoya Jackson, et j'ai rencontré une bonne dizaine de fois Michael, souvent le matin. J'avais même eu la chance de travailler un petit peu dans son studio, il était en pleine production d'album Bad. Et je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi timide. J'ai croisé une fois. C'était un petit garçon très introverti, Michael Jackson. Tout à fait. Et Latoya, la même. J'ai cru que quand elle est arrivée en taille plus petite, mais de visage et de corpulence, je me suis demandé si c'était pas une blague, si c'était pas Michael. Pourtant, j'avais cru qu'il était bien plus grand que moi, Michael. Il faisait 1m80. Et Latoya, c'était une petite poupée. Mais c'était le sosie, quoi.
Voilà. Et la famille Jackson, ça a été une étape de plus dans votre carrière qui continue. On en parle avec une autre date très récente, le 14 octobre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Céron. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Céron. Alors certains disent Marc, d'autres Jean-Marc. Je crois que c'est votre mère qui vous appelait Jean-Marc Céron. C'est ma mère qui m'appelait des fois Jean-Marc par accident, parce que j'ai un frère qui s'appelle Jean-Pierre. Voilà. Et puis quand j'ai sorti mon premier album, j'ai pris un pseudo, quoi. Petit pseudo, Jean-Marc. Voilà. Et c'est devenu ensuite Céron. Et Céron, le 14 octobre 2022, sorti de Céron by Céron. Alors là, c'est encore un nouveau concept. Et on va écouter une nouvelle version de Love in C minor. Le même quelques années après avec de nouveaux arrangements et c'est une aventure que vous avez voulu. Alors c'est pas le bon exemple, le Vinci Minor. Le Vinci Minor, c'est un DJ qui s'appelle Dimitri from Paris qui a fait un travail dessus. On lui a passé ce qu'on appelle les stems, toutes les multipistes. Il a fait un mixage en élaborant des petits arrangements légèrement différents. Alors pourquoi au départ faire ce Céron by Céron, alors 50 ans après, faire cet album avec des titres qu'on connaît qui ont fait le tour du monde? Alors, je vous explique rapidement. Céron by Céron modestement. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un album que j'ai fait sur scène. J'ai pris les platines sous les conseils de ma maison de disques il y a 8-10 ans maintenant. Et je travaille avec ce qu'on appelle un instrument qui s'appelle une Ableton, qui est rempli de samples et de violons, ou de cuivre, ou de guitare, de Nile Rodgers, de tous les gens avec qui j'ai pu travailler. Et j'ai des boucles d'acapella, et sur lequel je mets des orchestrations. Mais je peux très bien mettre une orchestration d'un titre qui s'appelle Je suis musique sur Paradise, où je mélange tout ça. Et au fur et à mesure, ça m'a fait revisiter mon catalogue sur scène. Au dernier moment, ce que j'ai fait, j'ai enlevé les acapellas et j'ai pris un chanteur anglais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle production. C'est produit aujourd'hui comme les font les DJ, parce que je l'ai vraiment fait sur scène. C'est la première fois, c'est mon 30e album, c'est la première fois que je fais un album sur scène, quoi. En fonction des réactions, en fonction des dates et des lieux où je peux ressentir des effets, que certaines sonorités ont plus d'effets que d'autres. Ça a été une belle expérience. Ça a été une belle expérience de faire cet album. Et en fait, c'est un album d'1 heure qui s'enchaîne exactement comme un set. Il fait plus de 16 minutes comme voilà. les autres. Comme ça, c'est pour accompagner les gens chez eux et ils m'auront en DJ chez eux pendant 1 heure. Voilà, c'est le minimum syndical. Le chanteur s'appelle Brendan Reilly. Brendan Reilly, qui est aussi le chanteur de Disclosure, un gros groupe anglais. Alors pourquoi être devenu DJ? Pourquoi, alors que vous avez fait beaucoup de choses, pourquoi cette aventure? À la demande de ma maison de disques, ils m'ont dit t'as vraiment la jeunesse aujourd'hui derrière toi, comme j'ai eu chaque décade, ce qui est absolument fou. Accompagné par des remixes, accompagné par des samples, aujourd'hui par autre chose, par une sonorité. Et ils m'ont dit, si tu acceptes de faire des festivals en tant que DJ, tu vas pouvoir jouer dans des lieux que tu pourras pas faire des lives, où tu pourras pas faire comme des lives. Et au début, j'ai un peu traîné la patte, mais je m'y suis mis, j'ai appris, j'ai trouvé ma voie de faire du DJing, parce que je suis pas DJ, de faire de la prod, c'est comme si je produisais sur scène. Et quand on voit, j'ai dû faire 200 dates depuis maintenant le nombre de festivals, et de voir toujours un public qui a 18-35 ans devant, qui connaissent les titres, que ce soit à Londres, que ce soit à Madrid, que ce soit... Et qui vous connaissent en plus. Et qui connaissent, donc vous imaginez l'injection d'adrénaline que je me prends tous les week-ends. Voilà. Et en même temps, pour vous, c'est une façon de revisiter vos titres, de voir l'évolution musicale. Tout à fait. Tout à fait, j'ai un peu raccourci les choses, j'ai minimisé des harmonies, on est un peu sur le minimaliste aujourd'hui. J'ai vraiment évaporé, oui, les choses, oui. Exemple, le premier titre de ce CD digital vinyle, Give My Love. Quand on écoute ça, on se rend compte que vous avez été 1000 fois copié, Céron. C'était le jeu de se faire copier. Oui, mais en même temps... Si on copie, c'est que c'est pas mal. Oui. Si on sample, c'est que c'est encore mieux.
Hein, si on remixe, c'est qu'on a encore des choses à y dire. Donc, moi, je pense ça me flatte, tout ce qui s'est passé. Votre premier concert en DJ, je crois que c'était à l'Olympia, que vous avez transformé en discothèque pour un soir. C'était aussi un événement mémorable. C'est vrai. Ah, ça, c'est quand j'ai fait, je crois, un sample avec Bob Sinclair. Exactement. Sur I Feel For You, qui a été un magnifique succès. Ensuite, Pascal Nègre me dit, on sent un best-of, mais non, mais si, mais ça, mais non. Donc, je trouve un concept, en le proposant à Bob Sinclair, tu veux pas faire un petit peu comme le Céron by Céron d'aujourd'hui, faire des édits de mon catalogue, pas de remix, que des originaux. Et il l'a fait, ça a été un incroyable carton. Donc après, Pascal Nègre m'a dit, tu devrais faire un peu de scène quand même dans ce style. Essaye. Je lui ai dit, être sûr, comme mon père, quand je lui ai dit, je vais apprendre la coiffure, je voulais être sûr que Pascal allait me dire non. Je lui ai dit, alors moi, je veux l'Olympia, mais j'ouvre à minuit jusqu'à 6h du matin. On fait la plus grosse discothèque pour un soir dans la capitale. On vire tous les sièges et on monte avec des carrés VIP, on monte un club. Et on l'a fait. Et ça a été un beau carton. Et la belle surprise, c'est que j'ai un de mes très bons copains, Nile Rodgers. À un moment donné, j'étais en train de jouer, j'étais à la batterie, j'étais en train de jouer, j'entends la guitare de Nile, et je regarde mon fils qui m'envoyait des samples, qui est aussi DJ producteur, Greg, et je le regarde, de dire, c'est pas mal ce que tu fais là. Et d'un seul coup, je vois arriver sur ma gauche, Nile Rodgers sur scène. C'est des souvenirs mémorables, c'est super. Faire ce métier comme ça, faire ce métier sur scène, c'est comme ça qu'il faut le faire. Nile Rodgers qui a découvert que Sheila avait un potentiel international, qui a fait Spacer, 40 millions de disques vendus, et qui est revenu avec Sheila pour ses 60 ans de carrière. Vous savez quoi? Je ne joue que mon répertoire dans tous les sets que je fais. Cet été, dans un festival Touquet, 25 000 personnes. J'étais avec The Avener, on a fait un B2B, ce qu'on appelle 2 DJ qui travaillent ensemble, et on a balancé le Spacer, c'était le feu. Je l'ai joué cet été, ce titre, tellement c'est bien. Et vous avez joué dans beaucoup de festivals. Je reviens à l'Olympia, il faut savoir que vous avez ouvert la voie, puisque depuis, régulièrement, l'Olympia est transformé en discothèque le vendredi soir. Bah bien sûr, la porte étant ouverte, ils ont eu raison de continuer. Voilà. Et il faut savoir qu'on ne casse plus les fauteuils à l'Olympia, on les enlève. En fait, quand on cassait les fauteuils, la légende de l'Olympia, Bruno Cocatrix les faisait légèrement dévisser pour qu'ils se cassent plus facilement et que ça fasse la promotion. C'est vrai? Oui. D'accord. Alors, dans cet album, il y a aussi Look for Love. Tellement de succès, qu'on a fait 30 albums, comment choisir les morceaux de ce Céron by Céron? En les testant, je vous répète, en les testant sur scène, c'est incroyable comment les réponses viennent. C'est pas une bande de mecs autour d'une table qui font de la promotion, qui font de la maison de disques. C'est vraiment sur scène. Même si j'ai pu constater que dans une région ou dans un pays, en Angleterre par exemple, s'ils peuvent réagir sur tel titre, qu'à Barcelone, dans un festival magique qui s'appelle Sonar, là aussi 25 000 personnes, quand vous jouez devant 25 000 personnes, vous voyez des gens qui réagissent sur un titre comme les Anglais ou comme à New York, bah ça donne un ton, quoi. C'est des questions qu'on pose au public sans le son de voix, mais par les regards, par les attitudes, comment ils bougent dessus. Bah moi, c'est mes réponses. C'est la vérité, là. C'est pas... Mais il n'y a pas certains nostalgiques qui disent « mais on voudrait les originaux qu'on a connus voici 50 ans ». Mais je les ai faits pendant un bon nombre d'années. C'est nouveau, ces orchestrations, elles sont actuelles. Ça date d'il y a un an, de cette tournée d'été. Voilà. Mais en même temps, c'est une nouvelle voie, c'est un avenir... Personne m'a reproché de l'avoir fait, en tout cas. Sur scène, personne... Au départ, quand j'ai commencé à jouer des remixes de très grands DJ que j'adorais. Là, les gens m'ont dit, mais non, nous, on vient vous voir, c'est pour avoir les originaux. Tout le monde autour de moi me disait, mais non, il faut que tu joues les vintage. Là, maintenant, c'est avec ces nouvelles orchestrations. L'évolution que j'ai pris en apprenant, comment dire, à performer, si l'on peut dire, en tant que DJ, au lieu d'être à la batterie, j'ai appris encore un nouveau métier. Mais de toute façon, j'ai encore l'âge pour apprendre. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, l'âge de vos fans aussi a évolué, puisque je crois qu'aujourd'hui, ce sont les enfants de vos premiers fans qui sont dans la salle qui dansent, Céron. Voir 18-35, c'est les petits-enfants. Ouais. C'est fou, hein. Ma plus belle récompense, vous parliez tout à l'heure de récompense, d'Oscar, d'Awards, de ci, de ça. La plus belle récompense que j'ai, c'est à peu près partout sur le globe,
quand dans la rue, des jeunes viennent me demander un selfie, souvent ils sont accompagnés avec des gens plus âgés ou leurs parents, et on voit les parents qui les regardent en disant « Mais c'est qui ?» Ils savent pas. Ben, ils savent pas. C'est incroyable. Pourtant, tout le monde vous Mais reconnaît. c'est mon plus beau cadeau, que ce soit les jeunes. Alors, il y a aussi ces concerts parce que vous avez donné. Quand ils vous regardent, ils sont en bas de la scène, ils vous regardent en haut en disant... Et ils vous crient, je vous assure que ça m'est arrivé, sans aucune prétention. J'étais ému, j'avais les larmes aux yeux en me disant « C'est Ron, on est votre futur !» C'est fantastique. C'est extraordinaire. Ça veut dire que vous avez encore un bel avenir devant vous. J'espère. Alors, j'en Je reviens. fais tout pour, en tout cas. Je sais. Vous avez aussi dans votre vie fait des concerts d'ailleurs totalement phénoménaux. Moi, je me suis dans un concert avec c'était une sorte de pyramide en plexiglas qui vous a coûté une blinde d'ailleurs et qui a été un concert mémorable. Ça, c'était en 79, je crois. C'est ce qu'on appelait à l'époque le Bercy, quoi. C'était à Pantin. C'était un truc de 12 C'était 15 000 l'hippodrome de places. Pantin qui avait été créé spécialement pour ça. Absolument. C'était un truc assez phénoménal. C'est là où j'ai pris goût de la production, d'ailleurs. D'être entouré de gens de talent, de lumière, des gens de décor, des gens qui vont chercher des trucs qui se sont pas faits avant. Puis vous savez, je suis issu d'une période des 70s où à l'époque, il fallait tout faire pour éviter de ressembler à l'autre, de ce qui s'était fait. Donc on n'hésitait pas d'aller dans l'exubérance, d'aller dans la provoque. C'est comme ça qu'on a eu tellement d'artistes, des Gainsbourg, des Coluche, et j'en passe et des meilleurs. On était dans une période de provocation totale. Oui, et d'ailleurs l'un des titres correspond à ce que vous êtes, The Only One. Merci. Finalement, il y a une chose qu'on oublie, c'est Ron, c'est que le disco, il est européen, il est né en Europe, grâce à vous. Le disco, il est né, moi je dirais que disco, musique de discothèque, il est né d'une poignée de producteurs comme Nile Rodgers, comme Moroder, comme moi, on est peut-être 2-3 autres, où on a compris qu'il fallait faire de la musique, de construire, produire, composer de la musique pour les discothèques, qui n'était pas la musique qu'on entendait dans les radios, et les gens ils avaient besoin d'autre chose. C'est de là où est venue la discothèque. Voilà. La musique des discothèques aussi. Et il y a une de vos pochettes qui est très célèbre parce que Madonna l'a présentée sur scène, c'est celle de Supernature. Donc ça, Elle a fait un tableau, Madonna, il y a longtemps, elle a fait un tableau sur ce titre. Voilà. Et Supernature, d'ailleurs, elle disait qu'elle vous admirait. Il figure parmi les titres de ce double vinyle CD digital, Ceron by Ceron, parce que finalement, les jeunes écoutent les sonorités d'aujourd'hui. Elles n'ont pratiquement rien à voir avec celles de jadis. La technologie a évolué. Ça revient. Je crois que mon album le prouve, que c'est des sonorités de l'époque retravaillées d'aujourd'hui ou reproduites, mais en ayant l'influence de d'où ça vient. La musique évolue bien, je trouve. Là, depuis 3, 4, 5 ans, la musique redevient créative. Un artiste qui ne se présente pas sur scène ne peut pas exister. Ça, c'est plutôt très bien. C'est mon époque. Parce que faire des disques, c'est quoi? C'est de faire un peu de lumière. Mais un artiste, il est sur scène. S'il n'est pas sur scène, c'est pas un artiste. Et votre avenir, c'est sur scène, c'est dans les discothèques? Mon avenir est sur scène, et mon avenir est de faire danser les gens, ce que je fais depuis 50 ans. Voilà. Avec de nouveaux morceaux? Avec de nouveaux morceaux, vous voulez dire? Oui. Oui, je travaille dessus pour l'année prochaine. Mais je n'ai jamais fait les choses parce qu'on m'attendait ou qu'il fallait que je les fasse, et ça. J'aime bien la spontanéité, vous savez, c'est comme la séduction. Quand on veut séduire et qu'on est vraiment... beaucoup d'émotions, parce que cette émotion, c'est des choses qui sont de hasard, c'est des choses qui passent comme ça. Il faut être bon au bon moment. Vous savez, je me suis fait tatouer sur le bras, au bon moment, au bon endroit. Et bien y être, c'est ça qui est le principal pour moi en tout cas. Voilà, et je pense que celles et ceux qui vous aiment seront séduits par ce Ceron by Ceron, où ils retrouveront votre esprit unique qui a fait de vous une star planétaire, Ceron. Merci. Il y a donc le CD, le double vinyle, le digital, Ceron Barceillon, et puis vous revenez quand vous voulez parce que je suis sûr que vous aurez encore des tas de choses à faire, Ceron. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.